La seconde partie de notre débat consacrée à cette guerre en Syrie, un conflit qui entre aujourd'hui dans sa 6e année avec au moins 270 000 morts. On ne compte pas les disparus dans ce bilan. 12 millions de personnes qui ont fui le pays, dont 5 millions qui sont à l'étranger, majoritairement en Turquie, mais également en Jordanie ou encore au Liban. Hassani Abidi, je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur ce que disait Antoine Basbous et le général Trinquant. Est-ce que Bachar el-Assad est aujourd'hui encore la question épineuse dans ces pourparlers à Genève? Et je pense que les deux parties, quand elles arrivent à Genève, elles arrivent avec ce qu'on appelle des positions de négociation et pas vraiment des vraies positions, pas des positions de principe. C'est-à-dire chaque partie hausse le ton avec un plafond très élevé de demandes pour arriver à négocier plus tard. La délégation du pouvoir dit que la Bachar est une ligne rouge et la délégation d'opposition parle de son départ immédiat avant la transition et pas pendant la transition. Mais il ne faut pas s'étonner, je pense qu'il faut même respecter les deux parties. On n'insulte jamais son partenaire puisqu'il sera partenaire dans la construction de la vie politique. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi à Hassani Abidi que, d'une certaine manière, Bachar el-Assad, en tout cas aujourd'hui, s'en sort bien après 50 conflits et le nombre de victimes qu'il a derrière lui? Il est quand même encore là, au centre du jeu, malgré tout. Hein. Et la question qui se pose, pourquoi il est encore là? Il est soutenu, certes, par les Russes et par les Iraniens et par toutes les milices, mais Bachar a une audience. Il y a des gens qui sont derrière lui. Il y a une composante de la population syrienne qui a peur de l'éclatement de ce pays. Et vous savez, on oublie souvent... On y est là, l'éclatement, comme le disait Antoine Basbous. C'est vrai que le Nord, si on peut voir une carte, le Nord aujourd'hui est aux mains des Kurdes. J'ai envie de dire le centre de la Syrie, enfin côté turc, et aux mains de l'organisation de l'État islamique et d'autres groupes tels Al-Nusra. Et plus au sud, on va le voir, l'attaquer. Tout ça, c'est plutôt le fief du régime syrien. Mais il n'y a aucun État de la région a intérêt à ce que le régime s'effondre entièrement. Vous savez, les Turcs, ils ont fait une déclaration importante où ils accepteraient donc, que Bachar el-Assad reste provisoirement pendant la transition. Et même les pays du Golfe. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite avait annoncé en disant que oui, Bachar pourrait jouer un rôle important. Vous savez, on fait une transition politique, bien sûr, pour discuter de départ. Mais on ne peut pas commencer une transition en disant que Bachar n'a pas de place. C'est-à-dire, on négocie avec lui pour son départ. On ne négocie pas forcément avec lui pour son maintien au pouvoir. Je m'excuse, je suis théorique, mais en Yougoslavie, on a fait pareil. On a négocié avec Milosevic, on a négocié Dayton, et ensuite, les dossiers judiciaires ne tombent pas. Moi, je pense qu'il y a des priorités importantes. Si on reste focalisé sur la question de maintien de Bachar el-Assad maintenant, on risque de braquer la partie syrienne, mais aussi braquer les Russes, qui sont d'ailleurs, qui ont montré un certain pragmatisme. Et je ne suis pas d'accord avec Antoine quand il cite Obama. Je crois que dans la crise syrienne, on a intérêt à écouter plutôt Poutine que le président Obama, qui dit beaucoup plus qu'il en fait. C'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a un homme qui mène, il y en a, à vrai dire, deux, c'est-à-dire les Iraniens et les Russes. Et ceux qui participent à cette alliance-là, avec toutes les milices chiites qui ont été dépêchées en Syrie, eh bien, ce sont eux qui ont, contre la majorité populaire, ont maintenu Bachar au pouvoir. Aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain, c'est lui qui l'emporte. Les autres, c'est-à-dire les alliés de l'Occident, ceux qu'on a reçus, à qui on a donné des banquets et des communiqués, les alliés des pays du Golfe, ils n'ont pas grand-chose. Et quand on regarde cette pauvre opposition syrienne, à vrai dire, il y a une opposition syrienne qui dépend de la Turquie, d'autres qui sont les porte-parole de la Russie, de l'Iran, des pays du Golfe, il n'y a en fait, pas, ils sont tous manipulés, vous diriez? Je dis Ce sont tous les marionnettes. On est un peu injuste. Randa Kassi, c'est par exemple la marionnette du régime russe. Non, on est un peu injuste. Comment voulez-vous demander à une opposition le résultat d'un régime autoritaire d'être démocratique? Attendez, on s'entend pas. Laissez-moi répondre quand même, Antoine. Attendez. Oui. Ah, il va répondre, Alors, Antoine. Antoine, ça fait 5... Oui, Antoine, il est obsédé par Bachar el-Assad. Alors, parfois, je me demande pourquoi il est si obsédé. Quand même, c'est une affaire syrienne. Merci, Antoine. C'est notre pays aussi. Mais écoutez, Antoine, laissez-moi juste continuer, s'il vous plaît. Alors, vous parlez des marionnettes. Quelles marionnettes? Vous savez très bien que c'est grâce à nous, que c'est notre travail. C'est aussi grâce à cette opposition raisonnable et rationnelle que tout le monde est là pour négocier un changement
un vrai changement en Syrie. Alors oui, je vous remercie de dire marionnette. C'est bien de parler si loin et de dire et de soutenir. Mais Antoine, il a toujours soutenu le chaos en Syrie. Nous savons très bien, ça fait 5 ans qu'il répète la même chose. Ça fait 5 ans qu'il parfois il parle d'Alaouistan, de Kurdistan, de je ne sais pas quoi, de Durstan, de n'importe quoi. C'est un quand même. Nous sommes, oui, moi-même, je soutiens l'État fédéral en Syrie parce que c'est une solution pour la Syrie. La fédération, il faut savoir, il faut rappeler aussi que la fédération ne veut pas dire une partition de la Syrie. Les États-Unis, quand même, ce sont des États, quand même un État fédéral. Oui. L'Allemagne, pareil. Il y a certains pays aussi en Amérique latine, ce sont des États quand même fédéraux. Alors, oui, tout à fait. La Suisse aussi. Modèle fédéral syrien. D'abord. C'est pas fédéral. Là. Ouais. Oui. Allez, on va laisser réagir Antoine Basbous. À la syrienne. On va laisser réagir Antoine Basbous et je tiens à dire que ce n'est pas lui qui a utilisé le terme de marionnette, mais c'est moi qui ai posé la question. Antoine, à ce que vient de dire Randa Kassis, ensuite... Franchement, il ne faut pas être naïf pour croire que les acteurs syriens, qui sont en dehors de la Syrie en plus, sont eux qui activent, qui jouent le rôle et l'avenir de la Syrie. Aujourd'hui, toutes les parties sont dépendantes de ceux qui les financent, qui les arment. Et toutes les parties. Citez-moi une seule partie qui existe en Syrie, une seule organisation qui existe sans qu'elle ne soit armée et financée par l'étranger. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que quand même, il y a eu du nettoyage confessionnel et ethnique dans cette Syrie. Et ce nettoyage a fait que la moitié de la population n'est plus chez elle. Et la moitié de cette population se trouve aujourd'hui en Europe, en Turquie et dans les pays voisins. Derrière ça, il n'y a pas simplement la guerre. Il y a aussi un plan. Quand je parle de l'Alaouistan élargi, de l'alliance ADN avec l'Iran, il y a un projet, un grand projet qui se projette sur l'ensemble de la région, qui crée des noyaux, des îlots chiites ou pro-chiites. Mais un Sunnistan aussi, alors, Antoine Basbous. Oui, mais la Syrie, originellement, était à 70% peuplée de sunnites. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les routes de l'exil sont quasi essentiellement des sunnites. Il y a un nettoyage, il faut le voir, il ne faut pas être naïf et oublier cela. Général Trinquant, il y a un nettoyage ethnique, comme le dit Antoine Basbous. Et confessionnel. Mais de facto des deux côtés. Je veux dire, l'EI, Al-Nosra, c'est du nettoyage confessionnel. De l'autre côté, les chiites, c'est du nettoyage confessionnel. Je voudrais simplement rappeler qu'après 5 ans de guerre, ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est d'une certaine façon le silence des armes. Alors, il n'est pas complet. Mais il y a un cessez-le-feu. Les Russes ont décidé qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient sur le terrain. Et maintenant, tout le monde est à Genève, derrière madame, pour négocier. Et ça, c'est une grande nouvelle. Et je répète que la grande nouvelle, c'est que, d'une certaine façon, les Russes ont réussi ce qu'ils voulaient. Les Occidentaux n'ont jamais su vraiment gérer le projet. Et maintenant, c'est à eux de montrer ce qu'ils sont capables de faire autour de la table de négociation, avec un gouvernement qui est toujours présent, qui est toujours le gouvernement officiel de Syrie, et une opposition qui veut négocier un gouvernement de transition, une fédération, quelque chose de nouveau, mais qui va se négocier autour de la table. Et je crois que c'est le grand événement... Avec un rapprochement américano-russe. Oui, aujourd'hui, Kerry, d'ailleurs, pas la semaine prochaine en Russie. Parce que les Américains n'ont pas su gérer du tout cette affaire-là. Et qu'ils sont bientôt obligés de constater que les Russes, eux, ont su le faire. Donc, je rappelle qu'il y a quelques mois, même la position de la France, qui était plus jamais Bachar al-Assad, en fait 180 degrés d'un seul coup, en disant, bon, ben, ça y est, on a compris, il y a quelqu'un qui est en train de gagner sur le terrain, il va falloir discuter avec lui. Il ne s'est pas écroulé, comme tout le monde le pensait il y a 4 ans. Souvenez-vous de l'époque où on a voulu faire des frappes contre les frappes chimiques. Eh bien, ils n'ont pas, à ce moment-là, ils ne se sont pas écroulés. Donc aujourd'hui, ils sont présents à la table, on discute avec eux et revient le réalisme. Donc le problème, c'est que l'opposition doit se fédérer pour avoir un vrai message. Parce que je suis persuadé que le gouvernement syrien, lui, sait ce qu'il veut. Donc les autres, il faut absolument qu'ils se fédèrent pour savoir ce qu'ils veulent. C'est une opposition, vous le disiez, qui est très divisée. Hasni Abidi, si on se projette un peu, si cet organe de transition voit le jour, c'est ce qu'espère Stéphane de Mistura, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies. 6 mois de transition, 12 mois après, on va vers des élections. Ce qu'on peut dire, c'est que la guerre ne sera pas pour autant terminée si on se projette. Parce qu'après, il y a cette lutte contre l'organisation de l'État islamique.
Oui, mais la lutte contre l'État islamique, et l'État islamique lui-même se nourrit justement de la faiblesse de l'État, qui n'a plus les moyens de contrôler son territoire. Est-ce qu'il peut l'avoir encore demain, cet État syrien, ou est-ce qu'il est complètement à genoux pour pouvoir combattre l'organisation de l'État islamique? On a essayé en Irak. Si on a un gouvernement d'union nationale élargi avec toutes les composantes de la société, évidemment, la guerre contre l'État islamique ne sera plus une guerre internationale ou seulement la coalition internationale, mais plutôt le travail de ce gouvernement élargi. Et c'est pourquoi, à mon avis, il ne faut pas qu'on complique la tâche de l'envoyé spécial qui est déjà compliquée. C'est bien sûr commencer par ce gouvernement élargi. Lui, il ne parle pas donc de procès, il ne parle de gestion, de transition politique. Ici, on revient à Genève 1. Qu'est-ce qu'il dit Genève 1? Sous, bien sûr, l'ancien envoyé spécial, M. Kofi Annan. Donc, exclure toutes les personnalités politiques qui compliqueraient la transition politique. On n'a jamais cité le nom de Bachar al-Assad ou de ses lieutenants. Et c'était fait exprès pour justement ne pas braquer le régime de Bachar al-Assad. C'est important dans une transition politique. Ce n'est pas une transition juridique. Ce n'est pas une transition, j'allais dire, d'une justice transitionnelle. Une fois qu'on arrive, là, on parlera plus tard, on arrivera. Quelle nature pour ce pays-là? Une fédération plutôt administrative ou politique, mais pas poser ces questions-là existentielles de projet de société, alors que le but, d'abord, c'est de maintenir, de consolider cette trêve politique et humanitaire et d'arriver à un gouvernement du national où l'opposition est élargie et le pouvoir est présent. C'est ça le but des Nations Unies. C'est simple, mais c'est très, 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 très compliqué. Dernier mot, si vous permettez. Quand on en parle de l'opposition, c'est vrai qu'on dit projet de construire un État chiite. On surcharge trop les Américains et les Russes. Dans le dossier syrien, les Américains carrément ont sous-traité la Syrie aux Russes. C'est clair. Ni les Européens, ni d'autres, d'ailleurs. Même la France s'est retirée, en quelque sorte. C'est Moscou qui gère le dossier syrien. Donc, en fait, on surcharge les acteurs internationaux. Il y a un travail sur le terrain. L'opposition syrienne, les acteurs sur le terrain ont une grande responsabilité dans l'évolution de ce conflit. Le deuxième élément, c'est une opposition disparate, c'est vrai. Comment voulez-vous que cette opposition soit exemplaire, évidemment, avec toutes ces divisions et avec, bien sûr, des acteurs régionaux qui ont des buts divergents et des agendas contradictoires. Antoine Basbous, on est loin quand même de la fin du conflit, parce que comme je le disais à Hasni Abidi, une fois que ce gouvernement d'union nationale sera mis en place, et on l'espère, il y aura cette autre guerre à mener contre l'organisation de l'État islamique, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Hasni Abidi, à partir du moment où il y a un État fort, on pourra faire le ménage plus rapidement? Il y a plusieurs guerres dans la guerre. Parce que la guerre menée par les Russes n'était pas contre l'EI. Et d'ailleurs, ils sont venus pour combattre l'État islamique, ils se sont retirés alors que Raqqa, Palmyre sont toujours là avec l'État islamique. Donc là, ils sont venus consolider Bachar et son régime qui était en train de s'effondrer. Et demain, éventuellement, le jour où les Syriens trouvent un gouvernement d'union nationale, à partir de ce moment-là, ce gouvernement pourra se retourner. Et d'ailleurs, ce jour-là, eh bien, l'État islamique n'aura plus de raison d'être parce que les Syriens se rebelleraient contre lui. C'est quelque chose, aujourd'hui, il est nourri par le régime et c'est la force de Bachar qui lui donne de l'oxygène et des vitamines. Vous êtes d'accord avec ça, Général Trinquant? Je pense que l'opposition à Daesh, qui est l'objectif de toute la coalition, tout le monde le dit, l'ennemi c'est Daesh. Ouais. Aujourd'hui, il faut consolider. En Irak, cela a commencé. En Syrie, on continue à le renforcer. Et il faut se souvenir aussi que beaucoup de l'armement qui avait été fourni à l'opposition, en fait, est passé chez Daesh, a été vendu, et là, la circulation de l'armement a cessé. Les Américains ont cessé de donner de l'armement. On incite beaucoup l'Arabie saoudite à arrêter également de donner son armement, de façon à ne pas alimenter indirectement Daesh. Donc je le répète encore une fois, je reviens à ce mot. Aujourd'hui, on célèbre la cessation des hostilités pour permettre une discussion, ce qui ne veut pas dire effectivement la fin de l'offensive contre Daesh, parce que là, je suis d'accord, la fin de l'offensive contre Daesh, c'est sur un théâtre commun qui se situe entre la Syrie et l'Irak. Et probablement que le prochain objectif se situe plutôt en Irak, plutôt du côté de Mossoul, probablement avant les élections américaines d'ailleurs, parce qu'il y a un agenda américain caché derrière. Mais là, on a vraiment une lutte au-delà des frontières syro-irakiennes. Mais pour l'instant, il faut consolider ces deux pôles de façon à ce que la coalition puisse appuyer depuis le début. Tout le monde dit la guerre sera gagnée au sol par les troupes locales. Pas par les Américains qui viendront, bien sûr, ils appuieront. Pas par les Européens qui appuieront, par les troupes locales. Or, pour cela, il faut bien consolider ces deux États.
Randa Kassis, un mot quand même sur ces millions de Syriens qui ont fui le conflit, ces 5 millions de réfugiés. Pourquoi l'idée turque de créer une no-fly zone dans le nord de la Syrie ne fait pas l'unanimité et qui permettrait justement à ces déplacés de rester dans leur pays, mais en sécurité avec une no-fly zone? Pourquoi cette idée n'est jamais allée jusqu'au bout, hein? Mais écoutez, il n'y aura jamais de toute façon no-fly zone. C'est une idée turque pour envahir. Pour moi, c'est pour envahir la Syrie. Nous sommes contre toute influence turque en Syrie, surtout contre la Turquie d'Erdogan. Il faut être aussi clair avec cela. Nous sommes aussi contre l'Arabie saoudite parce que eux aussi, les Saoudiens, ils financent les radicaux en Syrie. Écoutez, au début de cette émission, je l'ai dit, j'ai dit aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. C'est aujourd'hui qu'on va définir qui sont les amis vraiment des Syriens et qui sont les ennemis. Et je vois que certaines personnes qui ne cessent pas de répéter leur désir et ils sont déconnectés de la réalité et ils ne cessent de dire qu'ils préfèrent le chaos qu'à ce changement progressif. Alors, le dernier mot, je suis très optimiste et je suis aussi assez satisfaite, à vrai dire, après tout ce travail que nous avons fait avec les Russes. Je peux dire un dernier mot, je remercie le président Poutine pour tout ce qu'il fait en Syrie parce qu'il démontre encore une fois qu'il est l'homme de paix en Syrie. L'homme de paix, mais peut-être qu'il a aussi des intérêts quand même. On va quand même pas le faire passer pour le... La dernière session des négociations au mois de février a été torpillée par le président Poutine. Il faut être aussi honnête. C'est-à-dire qu'à la veille des négociations, il y avait ce bombardement autour de Alep. Et à la suite de ça, évidemment, l'opposition syrienne a refusé de venir à Genève. Donc pour dire l'homme de la paix, c'est tout de même exagéré. Mais c'est un homme pragmatique qui a probablement le seul qui a tout à fait un calcul et une stratégie sur le terrain. Mais je dirais juste à Randa, comme négociatrice, j'espère aussi. On a besoin de toutes les parties pour le conflit syrien. Jamais. Et des Turcs aussi. On a tous les Turcs. Et des Saoudiens aussi. Et les Saoudiens. On a besoin de ça. Et Randa, parce qu'elle est quand même laïque et démocrate, je crois que rejeter, la transition ne se fait jamais dans l'exclusion. Elle est inclusive par nature et par essence, au moins pour cette période qui est vraiment précaire et qui est déterminante pour l'avenir de ce pays. Allez, 2 mots encore. Antoine Basbous et Général Trinquant. Mot de la fin. Honnêtement, le chaos syrien s'est installé pendant ces 5 années à cause de l'éclatement de l'opposition et de la multiplication des parrains. On aurait pu résoudre le problème en réunissant les parrains au lieu de réunir ceux qu'ils financent ou qu'ils arment. Et donc là, on aurait quand même économisé beaucoup de choses aux Syriens comme souffrance. Donc j'espère que la paix arrivera rapidement et que les Syriens s'en sortiront. Un dernier mot, Général Trinquant, très rapidement. Un mot sur la zone d'exclusion aérienne, techniquement absolument pas faisable. Et c'est vrai que c'est une idée turque. Et les Turcs aujourd'hui, M. Erdogan est pris à son propre piège, c'est-à-dire qu'à force d'avoir aidé l'EI par les trafics qui franchissaient la frontière, aujourd'hui, il est obligé dans son pays de combattre la rébellion qu'il a lui-même ravivée, qui est le PKK. Parce que je rappelle qu'avant les élections de l'été, il y avait une opposition kurde démocratique qu'il a détruit et il est revenu à la guerre à l'intérieur de ses frontières. Donc maintenant, il va falloir qu'il se débrouille avec sa guerre interne et je pense qu'il aura beaucoup moins de poids à l'extérieur de ses frontières. Et n'oubliez pas que certains régimes se nourrissent aussi de cette violence. Donc attention, on n'est pas sûr que la violence va plutôt le servir, on a vu dans les dernières élections. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que s'il les a gagnés haut la main, la deuxième fois, au deuxième tour. Tout à fait. Merci encore à tous les 4. Merci beaucoup, Randa Kassis, d'avoir été avec nous dans le froid, en direct de Genève, d'être resté oui, tout à fait, dans le froid. Oui, d'être resté debout. En tout cas, on apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Randa Kassis. Bon courage pour la suite de ces pourparlers à Genève. Merci encore à vous 3. Vous restez avec moi. Et on accueille tout de suite Anthony Saint-Léger, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Anthony, et on commence avec la guerre, le conflit syrien, on vient d'en parler, qui entre dans sa 6e année.
Oui, alors ça, 6 ans de guerre bientôt, 270 000 morts, un pays en ruine. Et puis cette annonce hier du président russe, le retrait de la majeure partie du contingent déployé sur le territoire syrien. Alors pour certains, eh bien, c'est un triple coup vainqueur. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça permet d'éviter l'enlisement. D'autre part, ça permet de donner une sorte de gage de bonne volonté aux Occidentaux. Et puis aussi de montrer à Assad eh bien, que la Russie ne lui est peut-être pas définitivement acquise. Pour certains aussi, eh bien, Vladimir Poutine a tout simplement atteint ses objectifs. C'est ce que nous dit Camille Grand de la Fondation pour la recherche stratégique, pour qui eh bien, ça a permis de stabiliser le régime de Bachar el-Assad d'une part, et puis aussi montrer l'importance jouée par la Russie dans ce conflit. C'est notamment ce que montre ce dessin aussi de Hassan Bleibel, où on voit, eh bien, si on enlève le soutien de la Russie, Assad risque de chuter. Autre dessin, c'est celui-ci, car il faut le rappeler, en 2011, c'était une révolte populaire en Syrie, mais c'est devenu un conflit international. Et regardez ce dessin donc de Ivan Dibes, où on voit eh bien, tous les acteurs autour de cette table qu'est la Syrie, les différents acteurs qui sont en jeu, le sort des Syriens d'ailleurs, que l'on voit fuir eh bien, les combats, l'horreur, parce que c'est aussi ça le conflit syrien, une horreur décrite notamment par le dessinateur belge Nicolas Vado, où l'on voit eh bien, ce tablier de boucher. C'est souvent le terme qui a été utilisé pour décrire Bachar el-Assad, notamment par les diplomaties. Alors, je le disais, donc des Syriens qui fuient, bien sûr, dans les pays voisins. On pense à la Turquie, à la Jordanie ou au Liban. Le Liban où se trouvait aujourd'hui eh bien, l'envoyé spécial de l'ONU, du HCR, Angelina Jolie, qui s'est rendue dans la vallée de la Bekaa et qui a tenu une conférence de presse, qui a tenu aussi à rappeler le nombre important de réfugiés. C'est près de 5 millions. C'est simple, c'est le plus important contingent de réfugiés au monde actuellement. Et pour vous donner une idée, alors on disait les pays voisins, il y a aussi de plus en plus maintenant eh bien, la route vers les pays d'Europe, on le sait. Et pour vous donner une idée à titre de comparaison, eh bien, c'est comme si la France, il y avait près de 14 millions de Français qui avaient déjà quitté le pays. L'autre actualité, c'est en France, c'est une nouvelle plainte qui vise le cardinal de Lyon, Monseigneur Philippe Barbarin. Oui, alors l'archevêque de Lyon qui s'est défendu ce matin dans une conférence de presse à Lourdes. Et sa défense est plutôt mal passée au niveau des internautes, notamment grâce ou à cause, j'ai envie de dire, à cette phrase, la majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Alors certains eh bien, ont réagi tout simplement en se disant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Église s'en tire bien. Autre réaction pour qui, eh bien, Marcel Franchisi, pour qui c'est un aveu à peine déguisé. Au moins, les choses sont claires maintenant. Autre réaction aussi, c'est celle d'Adrien Borde qui nous dit étrange ligne de défense. Alors certains, c'est le cas du journaliste Jean-Baptiste Marteau qui a tenu à souligner que, eh bien, il n'était peut-être pas très doué en communication, le cardinal Barbarin. Il s'enfonce un peu plus à chaque prise de parole. Il faut le rappeler, lors du mariage pour tous, il avait fait aussi des déclarations qui avaient suscité la polémique en évoquant des couples à 3, à 4 ou peut-être même la levée de l'interdiction de l'inceste. Là aussi, ça avait fait beaucoup réagir. Du coup, certains internautes, c'est le cas du journaliste Vincent Daniel, eh bien, lui conseillent de tout simplement faire un média training pour éviter de tenir des propos surréalistes. Alors, le cardinal Barbarin a également répondu à Manuel Valls, qui ce matin, chez nos confrères de RMC, l'invitait à prendre ses responsabilités. C'est chose faite, a-t-il déclaré. Autre réaction, c'est celle de Fabrice Madouas, pour qui, eh bien, justement, ces déclarations font oublier la présomption d'innocence. Même son de cloche chez Simon, qui nous dit on a quand même l'impression d'une condamnation sans jugement de la part de Twitter. Il dénonce un lynchage médiatique, drôle de conception de la présomption d'innocence pour Lioni. Alors bien sûr, le cardinal Barbarin a reçu le soutien de son avocat, c'est normal, qui dénonce un procès en sorcellerie, et aussi soutien sans surprise eh bien, de la conférence des évêques de France, pour qui eh bien, l'important ce sera de faire la vérité pour les victimes de pédophilie, un soutien qui apparaît comme de la complicité pour cet internaute qui rajoute le hashtag Barbarin démission, car c'est vrai, une pétition a été lancée sur le site change.org. Elle invite à la démission du cardinal Barbarin avec déjà plus de 35 000 soutiens. Le Vatican, de son côté, eh bien, lui, a tout simplement tempéré en disant qu'il fallait attendre eh bien, le résultat de l'enquête lancée par la justice française. Merci beaucoup, merci Anthony.